Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ce que j'ai lu au mois de janvier, plus particulièrement côté fantasy SFFF, puisque j'ai eu un gros mood fantasy au mois de janvier, et donc je me suis écoutée et j'ai lu beaucoup de fantasy. J'ai déjà parlé de deux des livres que j'ai lus pour ce mois de janvier. Donc j'ai parlé de The Grace Year de Kim Liggett, qui était plus un truc de science-fiction, une dystopie féministe, voilà, d'anticipation. Et j'ai aussi parlé dans une autre vidéo de Unlocked de Shannon Messenger, qui est le tome 8.5 des Gardiens des Cités Perdues, la saga jeunesse, donc qui est édité chez Lumen d'ailleurs, voilà pour le français. Donc je me suis dit que ça servait à rien que je vous en reparle dans cette vidéo, mais au cas où je vous mettrai les liens, enfin les deux liens, oui, de mes vidéos dans la barre d'infos. Vous sentez que c'est compliqué là? J'ai donc 3 livres à vous présenter, voilà, il y a 2 coups de cœur sur les 3, donc je suis assez satisfaite de ce que j'ai lu. Voilà, le mois de janvier a bien commencé. Je vais d'abord vous parler de des Heures Rouges, donc The Red Clocks de Lenny Tsoumas, que j'ai lu juste après avoir lu The Grace Year. C'est aussi une dystopie féministe d'anticipation. Qui est moins dystopique que The Grace Year, parce que en fait la différence entre notre société et la société dans les Heures Rouges, c'est que il y a un amendement qui est en train de passer aux États-Unis qui dit que, qui a dit que les femmes ne pouvaient plus avorter, en fait que c'était un crime, et donc l'avortement est complètement interdit sur le territoire des États-Unis. C'est pour ça que je dis que c'est pas, enfin pour moi ça me paraissait pas hyper dystopique malheureusement, parce que en fait ce serait pas difficile que ça arrive, hein, très clairement. Il y a déjà des états aux États-Unis qui qui régulent de plus en plus l'avortement, jusqu'au point où on ne peut quasiment plus avorter, ou dans des conditions très compliquées, avec la fermeture de cliniques d'avortement. Par exemple au Texas, le Texas est extrêmement grand et il y a de moins en moins de cliniques d'avortement, donc ça veut dire conduire pendant des heures, des fois pendant 12-13 heures pour arriver à la clinique, c'est énorme. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'accès à l'avortement, les États-Unis, bon, ils sont déjà en train de resserrer la vis, on va dire. On est quelques mois, quelques semaines avant que l'amendement de la Constitution sur le fait qu'on ne peut pas adopter en tant que femme célibataire, qu'on ne peut pas, enfin qu'en gros il faut un papa et une maman pour adopter des enfants, et bien pour que cet amendement passe. Et en fait après cet amendement on ne pourra pas adopter, et ça deviendra compliqué aussi de faire des démarches de procréation médicale assistée, tout ça. Bref, on va suivre 3 femmes, 4 femmes très différentes, et qui ont toutes un rapport avec malheureusement voilà, le contrôle des corps des femmes, puisque évidemment contrôler l'accès à la contraception, contrôler l'accès à l'avortement, c'est contrôler le corps des femmes en fait, hein, tout simplement. Et donc on va suivre 4 femmes de différents âges, de différentes classes sociales, qui vont être confrontées à comme j'aime le dire, ce resserrement de vis par rapport au contrôle des corps. Et c'est vrai que on a des femmes qui sont vraiment très complexes dans leur description, puisqu'elles sont mises avec le livre. Tout au long du livre, elles sont mises face à leurs contradictions, à leurs contraintes, à leurs désirs, etc. Et on a vraiment des magnifiques portraits de femmes. On a notamment une professeure, une professeure je crois d'histoire géo au lycée, qui s'est toujours battue, qui a toujours été militante voilà, pour le droit à l'avortement, pour le droit au choix, etc. Les pro-choice, il n'y a aucun souci avec ça. Et en fait elle approche la quarantaine et elle galère pour avoir des enfants en fait. Elle veut un enfant, et elle est dans un parcours de PMA toute seule en tant que femme célibataire. Et en fait elle finit par ressentir de la frustration par rapport aux femmes qui peuvent avoir des enfants sans souci, sans avoir besoin de passer par des programmes médicaux. Elle ressent aussi de la frustration par rapport à
une jeune femme dans son entourage qui va tomber enceinte en étant très jeune et qui va vouloir avorter, qui va chercher par tous les moyens, même si c'est illégal, à avorter puisqu'elle ne se voit pas avoir un enfant dans des conditions pareilles à 16-17 ans. Et elle va se retrouver face à ses contradictions, face à son désir, à son militantisme en fait, et elle en parallèle au fait qu'elle ne peut pas avoir d'enfants, qu'elle galère biologiquement, génétiquement à avoir des enfants. Donc c'était vraiment un livre assez lent, assez contemplatif où on se concentrait sur la psychologie des personnages, sur l'ambiance de cette société qui essaye de contrôler, de faire culpabiliser les femmes, etc. Et c'était un livre très intéressant, un livre très bien écrit. Après ça n'a pas été un énorme coup de cœur, peut-être parce que pour moi je m'attendais à un aspect dystopie beaucoup plus poussé, mais ça fait quand même froid dans le dos. On n'est pas au niveau de La Servante écarlate qui est beaucoup plus... science-fiction on va dire que Les Heures Rouges, mais c'est vrai que Les Heures Rouges comme le bouquin de Margaret Atwood sont basés sur une tendance qu'il y a en ce moment ou depuis quelques années, depuis longtemps hein, au fait qu'on essaye, qu'on a du progrès, qu'on avance et puis qu'ensuite on fait 3 pas en arrière, un pas en avant, etc, 4 pas sur le côté et ce genre de choses. Donc ça fait peur de lire ce livre, mais en même temps je pense que c'est important et c'était vraiment une excellente dystopie féministe. J'ai lu Que passe l'hiver de David Braille et ça a été mon premier coup de cœur de 2021. Que passe l'hiver, en fait on se rend compte que c'est une sorte de poème, une sorte de conte un peu écrit en vers et un conte oral qui va être dit probablement pendant des veillées, ce genre de choses, puisque en fait à chaque début de chapitre on a une strophe de cette espèce de poème qui s'appelle Que passe l'hiver, et donc on a Que passe l'hiver sur la clairière aux étranges trouées sombres, à la magie puissante et au mystère sans fin, aux dieux, aux hommes si cruels. Que passe l'hiver sur un roi, mi-dieu, mi-homme, au destin funeste, sur celui qui devina la mort de ses terres et ne put s'y résoudre. Que passe l'hiver, oui, mais qu'en restent les souvenirs. Et en fait c'est cette poésie qui m'a attirée, donc c'est pour ça que je trouvais important de vous lire cette strophe, mais c'était absolument magnifique, magique, c'était splendide, très poétique. Et donc on a juste une petite phrase qui dit qu'on est à la croisée de l'ode initiatique et du huis clos, et que ça raconte le destin d'un jeune homme au pied beau, qui est donc Stig, et d'un roi au long bois de serre, pris dans le maelstrom d'un monde qui se meurt peut-être. Oui, pourquoi je vous lis la 4ème de couverture, parce que je trouve qu'elle est très très bien faite comparée à certaines 4ème de couverture qui en disent trop, qui n'en disent pas assez, qui sont un peu dans le sensationnalisme. Je trouve que cette 4ème de couverture est parfaite et j'avais envie d'en parler. Donc on va suivre Stig, qui est Stig Ferron, qui est un jeune homme qui participe à la première cérémonie, à sa première cérémonie des clans dans la clairière. Tous les ans, une fois par an, tous les clans se réunissent dans ce qu'on appelle la clairière, qui est un peu le centre de tous les territoires des clans. Et il y a donc ce roi de l'hiver qui règne sur la clairière et qui administre aussi plus ou moins les clans, même s'ils sont quand même assez indépendants. Et ce roi, c'est le fils d'un dieu qui est sous terre en fait, et qui l'a dépêché à la surface pour un peu regarder ce qu'il avait créé en gros. Et donc Stig, c'est un jeune homme au pied beau, donc il n'est pas forcément hyper à l'aise, hyper confiant dans le fait d'être un bon héritier de son clan, dans le fait de plaire aux femmes, etc. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment en communion avec la nature, en harmonie avec la nature, avec les terres de son clan, avec les terres de ce monde de fantasy. C'est d'ailleurs hyper intéressant de le voir décrire les sensations des forêts, etc. Ça accentue l'atmosphère, on va dire. Et puis aussi, il est fasciné par les légendes de la clairière, les légendes de comment ce monde s'est créé. Il est fasciné par la figure du roi de l'hiver, etc. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse énormément à la littérature, aux mots, aux histoires en général, les histoires que peuvent dire la nature, les histoires que peuvent dire les humains, tout ça. Bref, c'est un personnage auquel on peut s'identifier assez facilement, puisque quand on est lectrice, souvent c'est parce qu'on aime les histoires, peu importe le mode de storytelling. Je pense qu'on n'est pas allé dans le cliché, mais on a quand même des codes de la fantasy qui sont assez présents.
Mais surtout on va avoir une ambiance assez lourde, assez mélancolique en fait, parce que effectivement comme le disait la quatrième de couverture, on est dans un monde qui touche à sa fin en fait, et on le sent dès le début, on le ressent. Même Stig il a des espèces de prémonitions sur le fait qu'il y a quelque chose qui va pas pendant cette cérémonie de la clairière, il y a quelque chose qui manque, ou il y a une espèce de tension. Il se trouve aussi que pas mal de personnes vont être assassinées, quasiment une par jour pendant ces 4-5 jours de réunion. Donc oui, il y a quelque chose qui ne va pas, il va y avoir des accidents, il va y avoir de la magie qui va un peu se réveiller, une magie qui n'est pas habituelle, on va dire, dans ce monde de fantasy. Et ce que j'ai vraiment adoré, ouais, c'est cet aspect mélancolique, cette atmosphère mélancolique où en fait on a l'impression qu'on voit la marche du destin qui est inéluctable. On le sent et tous les personnages le sentent en fait. Il y a cette atmosphère hyper oppressante, et en même temps le fait que Stig essaye d'arrêter ce qui est en train de se passer, mais il a aucune idée de ce qui est en train de se passer, donc il est un peu... Enfin il pédale dans la semoule hein, très clairement. C'est un récit pour moi qui tourne autour de l'art, du destin, de l'idée de destin. Est-ce qu'on choisit ce qu'on fait? Est-ce qu'on est guidé par un dieu, par une puissance divine, etc. Le pouvoir bien sûr, souvent quand même dans la fantasy on questionne le pouvoir, on questionne tout ce genre de choses en fait, et on retrouve effectivement ces questionnements dans Que passe l'hiver, et je trouve que ça a été vraiment extrêmement bien fait. J'ai trouvé l'écriture intéressante. Si vous avez du mal dans les 100 premières pages, c'est normal. Moi en tout cas j'ai eu du mal pendant les 100 premières pages, je l'ai posé, j'ai attendu une semaine, je l'ai repris et du coup j'ai adoré. Je pense que c'est le genre de livre qu'il faut pas forcément forcer. Et donc prenez votre temps avec ce livre, il en vaut vraiment la peine, et je l'ai tout simplement adoré. Voilà. Dernier livre que je veux vous présenter pour cette update lecture, La ville sans vent de Éléonore de Villepoix, c'est francophone. On peut parler de cette couverture qui est absolument splendide. Est-ce que j'étais aussi attirée par la couverture? Oui bien sûr, mais le contenu est aussi absolument génial. Je l'ai lu pour... Enfin je l'ai eu pour Noël, et je l'ai lu parce que c'est un des comment dire, des contenders. Un des livres qui a été présélectionné pour le PLIB, donc je me suis dit que j'allais le lire en janvier, et on va suivre deux personnages. On va suivre Lastianax qui a 19 ans et il vient de terminer sa formation de mage, il vient de passer sa soutenance. GG Lastianax, hein, on t'aime. Il vient de passer sa soutenance, puis il est là, bon bah mon maître il est pas là, c'est quand même chelou, enfin voilà, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est encore perdu ou je sais pas quoi? Il sort de sa soutenance où il a eu 11 sur 12, c'est-à-dire une des meilleures notes de voilà, donc c'est un peu enfin c'est un élève brillant on va dire. Là il trouve son maître sur un banc et il est mort, voilà. Donc un peu gênant, voilà, et son maître était aussi le ministre du nivellement. Et en parallèle on va suivre Arca qui arrive dans cette ville. Oui j'ai oublié de dire comment s'appelait la ville sans vent, c'est Hyperborée. Et donc elle va arriver dans cette ville après avoir fait un long chemin. Elle a été chassée de la forêt des Amazones, ensuite elle a été chassée de je ne sais plus où, d'une autre ville qui est à côté, enfin où elle est restée 2 ans. Et là elle arrive à Hyperborée parce qu'elle cherche son père. On lui a dit que son père était hyperboréen, elle l'a jamais connu bien sûr, sa mère est morte en lui donnant naissance en plus, on adore, voilà. Là aussi on a un peu des codes de la fantaisie avec la jeune orpheline, mais en même temps ça fonctionne parce que Arca est vraiment hyper débrouillarde, elle est loin d'être bête, elle a 13 ans et c'est vraiment un personnage trop cool. Et en fait elle va essayer de gravir les échelons de Hyperborée parce que elle pense que son père est un mage, et donc pour aller à l'étage des mages elle va se rendre compte en arrivant à Hyperborée que c'est pas hyper facile. Et ça va être quand même le début, les 100 premières pages à peu près, où on va attendre la rencontre entre Lastianax et Arca, puisque évidemment ces personnages vont être liés. J'ai trouvé que c'était super bien écrit, j'ai trouvé que c'était fun, que c'était frais, que c'était punchy, vraiment. J'ai adoré le lire, j'ai adoré les, comment dire, les interactions de Arca et Lastianax, de Lastianax avec ses amis, d'Arca avec ses amis, avec ses camarades, etc. On a l'ambiance école de magie que j'adore, voilà, c'est un élément que j'aime beaucoup. On a l'ambiance jeu politique, intrigue politique, trahison, etc. qu'on pouvait... Ah, bon. C'est l'alarme qui sonne tous les mercredis à midi.
On avait vraiment un univers qui était très bien décrit, on comprenait très facilement les problèmes qu'il y avait dans cet univers. On nous parle aussi de classe sociale, évidemment, puisque les pauvres habitent tout en bas là et les riches habitent tout en haut là, avec comment dire, avec de l'air plus pur, ce genre de choses, hein, les déchets qui sont à ramasser, tout ça. Bref, on va nous parler de classe sociale, on va nous parler aussi évidemment de sexisme et de misogynie, puisque une des amies de Lassienax est la première personne à avoir été acceptée en tant que mage pour faire la formation. Résultat, ils viennent de finir cette fameuse formation et elle se retrouve sans rien, puisqu'en fait ils l'ont acceptée en formation mais ils ont aucune intention de faire d'elle quelqu'un d'important, qui n'a pas besoin de se marier ou qui n'est pas en relation avec un homme, en gros, hein, très sincèrement. Donc on va parler de ce genre de choses. On va aussi suivre une relation hyper touchante entre Lassienax et Arca, qui vont plus avoir une relation à la fois haine-amour, hein, dans le sens où Arca va taper sur les nerfs de Lassienax, qui lui est assez quand même arrogant, il se prend pas pour rien et tout. Et mais à la fin on va avoir une espèce de relation un peu fraternelle entre les deux et c'est vraiment super chouette. Et on va suivre une sorte de complot et l'intrigue politique était vraiment bien faite. Je me suis acheté directement le deuxième tome puisque c'est une duologie en plus, et donc ce que je pense c'est que l'autrice aurait pu tirer ce truc sur une trilogie ou un truc comme ça, comme le font pas mal quand même d'auteuristes anglophones. Mais c'est vrai que là on sent qu'il y a une certaine efficacité dans l'action. Tout est là pour une raison, tous les détails sont là pour une raison. Franchement, je vous le recommande parce que il est vraiment frais, sympathique, et j'ai adoré le lire et j'ai hâte de lire la suite. Au fur et à mesure de cette vidéo, le soleil s'est barré, merci la Normandie, on adore. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu aussi un gros mood de fantasy au mois de janvier. Quels sont les derniers livres de SFFF en général, mais surtout fantasy, que vous avez lus. Est-ce qu'il y a certains de ces livres qui vous tentent? Bref, voilà, dites-moi tout dans les commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.